pour moi, déjà, on est tous médiums. Il n'y a pas les élus d'un côté et les autres. Pour moi, on l'est tous parce qu'on est tous par notre âme connectés à la source, à Dieu, on l'appelle comme on veut. Et on peut tous recevoir de la guidance. C'est quoi de la guidance? C'est une réponse à une de nos questions. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec Lucille qui est installée sur les canapés. Lucille Huguet. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci d'être là. J'ai une phrase que j'ai retenue lorsque nous avons préparé l'émission qui, je trouve, détermine assez bien votre accompagnement, votre expertise et la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous dites « Nous ne sommes pas condamnés par une histoire, encore moins par une famille, un corps, un pays, une blessure de l'âme, une relation, même de flammes jumelles. » Tellement. C'est vrai? Tellement. Ouais. Ouais. C'est le parcours qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis et c'est ce qui me permet d'aider les gens à faire, à sortir. Ce qui est assez incroyable, et vous allez nous expliquer tout ça, c'est que aujourd'hui, est-ce que il vous arrive de regarder un peu le parcours que vous avez, ce cheminement que vous avez mis en place, ce petit regard dans le rétro, comme on dit, en se disant waouh, regarde où j'étais, regarde où je suis aujourd'hui. C'est vrai que quand j'ai des moments de doute, je me tourne un petit peu vers le passé parce que je préfère être dans le présent, voire vers l'avenir, plus que dans le passé. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, waouh, on en a fait des choses. Et je dis à la version de moi que j'étais, par exemple, à 20 ans, 25 ans, même il y a 5 ans, je lui dis, aujourd'hui, ça va, détends-toi parce que ça va aller. T'es avec moi et aujourd'hui, ça va. Alors ça, c'est très intéressant parce que si on vous mettait la photo de vous à 20 ans en face de vous, vous diriez exactement ces mots-là? Ah ouais. Ah, je me dirais, arrête, t'inquiète pas. J'étais beaucoup plus angoissée, beaucoup plus en prise à toutes mes émotions, beaucoup plus en chair pour me protéger de tout. Et je subissais tout, la vie, victime de tout, et à toujours chercher à m'améliorer, à chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal, comme si voilà j'avais fait quelque chose de mal. Et donc je lui dirais vraiment à cette Lucille de 20 ans, détends-toi, ça va bien se passer, on va trouver les clés en nous, on va se faire aider. Et on va vivre plein de choses formidables qui vont nous amener à être aujourd'hui... Je trouve que c'est un joli message d'espoir aux jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années et qui sont justement dans cet état d'esprit-là et parfois dans cette recherche ou cet énorme point d'interrogation qui surgit dans leur vie en se demandant qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, quoi. Non mais c'est vrai. Moi, ça a été la question, qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à mes 25 ans, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Je suis partie aux États-Unis pendant 1 an parce que mon master d'anglais s'arrêtait, mais je savais que je voulais pas être prof. Et je savais pas je savais une chose, c'est que je voulais aider les gens. Mais et ce message, il est même pour les femmes qui aujourd'hui 45, 50, 60, 70 ans, j'ai des gens que j'accompagne qui ont plus de 70 ans et qui se réveillent et qui se disent mais en fait tout ce que j'ai vécu, je veux plus vivre ça. Comment je fais? Par où je commence? Parce que ça, je sais que je veux plus. Alors l'avantage que vous avez aussi, c'est que vous vous en apercevez assez tôt parce que vous êtes jeune. Quand on a effectivement peut-être 80 ans, 75 ans, et qu'on est toujours dans cette force de l'âge, hein, ça ne veut pas dire que ceci, cela, mais ça veut dire qu'effectivement on aurait pu se dire, bah si j'avais su ça à 30 ans, ça m'aurait peut-être aidé. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, t'en as pris conscience très jeune, et parce que très jeune, la vie elle a changé. À 13 ans, mes parents se séparent et commencent le travail sur moi. Et donc oui, à 20 ans, on met les bouchées doubles, on y va. Oui. Et voilà, et notamment ce départ aux États-Unis a fait partie de ma guérison. De mon chemin de libération pour devenir une adulte. 60 000 pensées par jour tournent dans votre tête. Vous vous rendez compte? Alors savez-vous que la couleur est un ingrédient très puissant et elle permet vraiment d'équilibrer notre esprit, notre corps. T'as déjà remarqué qu'on avait tous des manières uniques de fonctionner, de communiquer? Le son du tambour autour des 200 battements par minute peut-il vraiment ouvrir les portes d'un autre monde? Alors si ce sujet t'intéresse, je t'invite dans le grand événement ABC Talk TV à Lyon aux côtés de Marc Leval et de ses équipes. Lors du week-end Corps, Âme, Esprit du 2 et 3 novembre prochain à Lyon. Réservé, il y a un petit lien ci-dessous. Dès maintenant sur le site d'ABC Talk. Super hâte de te retrouver. Et moi je me réjouis de vous retrouver. Alors réserve ta place dès maintenant. Je vous attends les amis, à bientôt. Alors, on va voir qui vous êtes, on va parler de libération émotionnelle, on va parler de soins énergétiques, de développement personnel au sens large. Est-ce que ce mot développement personnel, il a encore un sens? Est-ce que c'est pas un mot qui est un peu utilisé à tort et à travers? C'est un peu un grand sac à dos et puis on y met tout ce qui se fait. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, je dirais plus développement spirituel parce que toute cette partie, tout ce travail, aujourd'hui, m'amène à me déconnecter de cette partie plus humaine, plus personnelle en fait, et à me détacher de la personne pour revenir à quelque chose de plus divin, de plus spirituel, de plus éthéré, et à me mettre moi en retrait en fait, et à laisser ça agir et à le transmettre en fait via moi.
Alors, est-ce que vous avez mis... Du coup, est-ce que cet accompagnement que vous préconisez, on va le voir dans le détail, comment est-ce qu'il se concrétise, se matérialise? Quelle est la première approche que vous allez faire? Alors, la première approche, ça va être d'amener à la conscience quelque chose. Donc, soit ça va être dans une de mes vidéos sur mon contenu sur les réseaux sociaux, où je vais amener peut-être quelque chose d'une séance que j'ai vue avec une cliente, avec une personne, et dire, la personne qui va voir ce contenu va se dire, ah, mais attends, moi aussi j'ai ça. Mais attends, combien de fois dans les commentaires, mais on dirait que tu parles de moi. Donc déjà, il faut amener les choses à la conscience. Si on ne sait pas, on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé, qui a pas conscience qu'il y a quelque chose. Donc, amener la conscience. Et ensuite, avec la technique de libération émotionnelle, je l'amène dans le corps, parce que tout est stocké dans le corps, dans nos chakras, dans nos cellules, la mémoire cellulaire, et on va chercher dans le corps la partie de nous qui a été touchée, blessée, abîmée, et par exemple à moi qui a 20 ans, et on va, avec la visualisation, aller la rencontrer, aller lui apporter ce dont elle aurait eu besoin à ce moment-là, dégommer les croyances qui se sont formées à ce moment-là, qui sont fausses, et l'ouvrir à autre chose, à vivre autre chose, en lui apportant le soutien. Et c'est la personne qui va le faire pour elle. Moi, je facilite, je pose les questions, je guide, mais fondamentalement... Oui, le travail, c'est la personne qui le fait, évidemment. Exactement. En tant que thérapeute, vous avez fait ce travail. Ah oui, je continue encore. J'imagine. De quelle manière? Par la libération émotionnelle, parfois par des soins énergétiques, parfois... Je cherche. Je suis une chercheuse, ça c'est clair. Des lectures, des podcasts, des gens inspirants, des gens qui... Je me dis, tiens, lui, il a compris quelque chose, il peut m'apporter, j'écoute. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui me parlent pas, et comment je peux l'intégrer. Des choses par le corps, par l'esprit, il y a un peu de tout. Parce que le monde a tellement à offrir que, voilà. C'est sûr. La danse, le dessin aussi, enfin, il y a le sport, la salle de muscu. Je vais à la salle de muscu. Il y a la Lucille de 20 ans, fallu pas lui parler de faire du sport. Et aujourd'hui, j'y vais et je le fais en conscience et je le fais avec mon corps. Je suis pas contre moi. Je veux le faire parce que je veux maigrir, parce que, non. Et en fait, ça ouvre à la spiritualité, ça ouvre le canal médiumnique, et à la salle, je reçois plein d'inspirations, plein de messages, plein de guidances, alors que c'est franchement le dernier endroit où on pourrait se dire, tiens, je reçois quelque chose. Alors, évidemment, on est obligé, quand on parle de guidance, on est obligé de vous poser la question, clairaudience, clairvoyance, médiumnité... Mais ça, c'est du mental. Non, mais dites. Pour moi, c'est des cases. On a besoin de se dire, je suis clairvoyante. Mais est-ce que vous... Non, mais cette canalisation, il faut l'expliquer. Alors, pour moi, au départ, je voulais entendre. Je suivais des gens qui disaient entendre leur guide, par exemple. Donc moi, je voulais, comme on a une conversation là. Et quand j'ai arrêté de pleurer ma clairaudience, je me suis aperçue que je voyais. Donc dans mon écran mental, c'est Netflix. C'est Netflix. Je sens aussi avec mon corps. Par exemple, ce matin, j'étais en séance de libération avec une cliente. Elle avait mal dans le poignet. Et en me connectant, je dis, mais t'as mal à l'épaule aussi? Ouais, tout à fait. Et puis tout le haut du dos est contracté. Ouais, t'as raison. Donc je sens avec mon corps. Et par exemple, des présences, des défunts, je vais les sentir comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Je ne les vois pas, mais je sens qu'il y a quelqu'un. Voilà. Alors, quand vous dites Netflix, quand vous voyez... Je vois les détails, les images, Okay. je vois ce que la personne en face de moi va voir, ou le groupe, voilà, j'ai des infos. Il y a ce que moi je vois, mais il y a aussi, voilà, quand je suis avec quelqu'un, je vois ce que la personne, voilà, elle me dit, tiens, je sais pas, on explore une vie antérieure. Hop, j'étais un homme, je sens, je vois, je sais. Et vous dites. Et je dis. Et vous dites. Et je confirme. On dit souvent, et les thérapeutes qui s'installent ici nous expliquent souvent qu'il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui a fait que dans leur vie, et notamment cette médiumnité ou cette clairaudience, clairvoyance, clairsentence et autres, arrive parce qu'il y a eu un déclencheur, voire même parfois un trauma ou quelque chose qui leur... Est-ce que ça a été votre cas? Alors, je pourrais dire qu'il y a eu un moment un trauma, effectivement, mais en fait, avec le recul, je me suis aperçue que c'était déjà là, ça a toujours été là. Dès petite, je savais qu'il y avait des défunts dans ma chambre le soir quand mes parents éteignaient la lumière. Bon. Il y avait du monde dans ma chambre. Sauf que eux, pas du tout là-dedans, ne comprenaient pas. Et donc, j'ai fermé. J'ai refermé par peur, voilà, et par non-gestion, c'était pas possible. Donc, ça n'existait pas. Très bien, on oublie. Donc, puisque personne n'est comme moi. Et plus tard, avec un trauma, une situation de grande humiliation dans un de mes premiers travails, je me suis fait aider. J'ai commencé les soins énergétiques, ce travail de libération émotionnelle vraiment approfondi. Et en fait, on a fait remonter que c'était déjà là, que j'avais déjà toutes ces perceptions depuis toute petite et que juste je les avais fermées, donc il fallait rouvrir le robinet. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à aucun moment vous ne parlez de médiumnité. Parce que, comment dirais-je? Pour moi, déjà, on est tous médiums. Il n'y a pas les élus d'un côté et les autres. Pour moi, on l'est tous parce qu'on est tous par notre âme connectés à la source, à Dieu, on l'appelle comme on veut. Et on peut tous recevoir de la guidance. C'est quoi de la guidance? C'est une réponse à une de nos questions. Donc finalement,
tout être humain peut poser une question à n'importe quel moment de la journée, peu importe l'endroit dans lequel il se trouve. Et s'il arrive à faire silence dans ses pensées, il aura une réponse. Donc, pareil, médium, c'est mettre un titre. C'est comme pour moi, la clairaudience, la clairvoyance, on a nos 5 sens physiques et on les a dans le subtil. Certains seront plus développés, comme dans le physique, et certains auront une médiumnité plus développée. Mais en fait, on peut tous réouvrir, pour moi, cette capacité, en fait, qui est comme marcher, parler, danser. Mais on a le sentiment que le mot thérapeute que vous utilisez aujourd'hui vient plus valoriser ou crédibiliser le fait de dire, bah voilà, j'ai des perceptions médiumniques. C'est vrai. Alors, aussi parce que souvent, et notamment sur les réseaux, quand on se présente en tant que médium, les gens attendent que vous fassiez des guidances et que vous ayez des cartes et que vous répondiez à leurs questions. Et moi, je me suis entraînée avec ça. C'est clair, j'ai fait beaucoup de guidances avec les cartes au début, avec les annales akashiques après, mais c'était des outils, un peu comme le pendule. Et progressivement, je suis sortie de ça parce qu'une de mes valeurs, c'est l'autonomie. J'ai envie que la personne, elle y arrive sans moi, en fait. On a besoin de personne puisqu'on a cette connexion interne. Et je dis pas médium parce que je ne fais pas de guidance. J'utilise ma médiumnité, donc mes ressentis, pour t'aider à te libérer et je t'emmène. Et à force de le faire avec moi, finalement, ça va devenir, comme c'est toujours la même technique, tu vas apprendre à le faire tout seul. Et en fait, t'as besoin de personne d'autre que toi et les réponses qui sont déjà à l'intérieur. Je sais que ça, c'est très frustrant. Toutes les réponses sont en toi. Au début, quand on y... Ça, c'est des phrases, parfois, où on se dit, les phrases toutes faites, la réponse est en toi, petit scarabée, voilà. Oui, bien sûr. C'est frustrant parce qu'on ne sait pas comment. Et donc, moi, je donne un comment, qui est le mien. Et voilà. Après. Et chacun l'adapte et l'apprécie comme. Exactement. Et l'utilise à un moment s'il en a envie ou pas envie. Enfin, voilà. C'est. Alors, là aussi, il y a encore un paradoxe chez vous, Lucille. C'est que vous dites que depuis toute petite, vous avez ces perceptions avec ces entités qui sont dans votre chambre le soir quand on éteint la lumière avant de vous coucher. Et donc, vous auriez pu savoir qu'effectivement, il y a un après. Ouais. Or, la mort, vous le dites, ça a toujours été une angoisse particulière. Complètement. Une peur totale, même. Oui, parce que je crois que ça vient du fait que mon grand-père maternel, est décédé quand j'étais pas née. Et petite, on allait au cimetière avec ma mère voir la tombe de mon grand-père. Et elle me disait, il est là, il t'entend, tu peux lui parler. Et moi, dans ma tête de gamine, j'étais là, attends, c'est quoi l'idée? Il est allongé là, dessous, il nous voit, il nous entend. Et donc, pour moi, on était conscients, mais sous terre, tout en voyant et en entendant tout. Donc, d'où l'angoisse. Mais effectivement, en sentant ces personnes, j'aurais pu... et il y a un épisode de Chair de poule, une série des années 90, début 2000, où du coup, il y avait quelque chose sur les défunts. Et la personne avait une transplantation, du cœur, et la personne qui avait reçu le cœur avait des émotions de la personne donneuse. Et là, je me suis dit, il y a un truc, ça a fait un peu de sens, quoi. Même dans la mort, on peut continuer. Enfin, voilà. Donc, petit à petit, les choses se sont mis en place. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai plus peur de la mort. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous n'avez plus peur de la mort, sauf que cette thématique de la mort, vous dites, j'avais jusqu'à avoir envie de mourir parce que véritablement, je ne comprenais pas toutes mes souffrances. Et toute cette approche qu'il peut y avoir autour de la mort. Ça, c'est un petit peu autre chose. De pas trouver ma place, de pas comprendre pourquoi, qu'est-ce que je suis venue faire là, qu'est-ce qu'on attend de moi. Parce que j'ai toujours su qu'on attendait que quelque part on attendait, on n'est pas juste venu vivre cette vie et pauvre salut. Et toutes ces souffrances aussi, ça n'avait pas de sens. Aussi, pourquoi moi j'ai des choses que certains n'ont pas. J'étais à l'école privée, il y avait des petits Libanais qui arrivaient dans les années 90, pareil, qui venaient de la guerre au Liban, qui n'avaient plus de parents, qui n'avaient plus d'école. Donc pourquoi moi j'avais tout ça? Et eux, ils avaient, et une culpabilité assez jeune. Et pourquoi? Et de pas trouver qu'est-ce que je suis venue faire là? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment je peux aider? Ah oui, à la fois, j'en avais très peur, mais je voulais que ça s'arrête parce que c'était une torture. Et pourquoi vous n'avez pas suivi alors un cursus de thérapeute tout de suite? Parce que on attendait autre chose. On attendait quelque chose. Sous l'influence, évidemment, de rassurer les parents, un cursus universitaire. Voilà, etc. donc je voulais faire médecine, je voulais être sage-femme et je voulais faire de l'humanitaire. Sauf que je rate médecine une fois, je rate médecine une deuxième fois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je savais faire de l'anglais. Bon, j'ai fait fac d'anglais. Et je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Vous partez aux États-Unis? Je pars aux États-Unis pendant un an. Sur un coup de tête? Non, il y avait un programme avec ma fac et c'était une voie de sortie. C'était une manière de prendre. On va repousser un peu la date d'échéance de fin de master. Et comme ça, on verra si une idée lumineuse nous vient. Et l'idée lumineuse nous vient puisque je suivais à fond les news depuis là-bas pour me tenir au courant de ce qui se passait en France. Ah, ok, journaliste, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que ça permet de dire aux gens ce qui se passe, et plus on en sait, plus on peut se libérer.
Ça, je l'ai dit au concours d'entrée de l'école. Donc, il y avait déjà de la libération. Joli. Il y avait déjà de la libération et une forme de reprise de pouvoir pour plus subir. Vraiment, c'est sortir de cet état où on subit la vie. Donc, journaliste en rentrant. Et après, je découvre les soins énergétiques et là, tout se met en place. Je rencontre à RMC, mon premier job, une personne qui me fait découvrir la spiritualité, me reconnecte à tout ça, les soins énergétiques. Et là, ça s'enclenche. Mais c'était pas mal parce que du coup, j'ai vécu plein de choses avant. Si j'avais peut-être fait tout de suite de la thérapie, etc. Je l'ai fait pour moi, mais si j'avais voulu le faire pour les autres, il m'aurait manqué plein de choses. Ceci dit, c'est bien, vous n'avez pas sorti la phrase très cliché qu'on entend régulièrement, qui dit, c'était pas le bon moment pour moi. Avant, c'était pas, tout est juste, c'était pas le bon moment. Voilà, je devais expérimenter autre chose, faire autre chose avant de m'engager sur cette voie de thérapeute. Et en même temps, c'est pas faux. Et en même temps, c'est pas faux. Exactement. Parce que toutes ces expériences, même dans le journalisme, elles m'ont appris tellement de choses qui me servent aujourd'hui que voilà, il y a pas de regret. Le titre de l'émission que vous avez choisi, c'est celui-ci. On se libère de tout. C'est mon message au monde. On se libère vraiment de tout. Ouais. Je peux l'affirmer aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que c'est une phrase qui est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous regarde, quelle que soit sa problématique émotionnelle, intellectuelle, enfin quelque chose qui l'habite complètement, on peut s'en libérer. On peut se libérer de nos fardeaux. Complètement. On peut apaiser nos fardeaux, on peut se libérer de nos fardeaux. On n'est pas obligé de les porter. On n'est pas obligé de les porter toute notre vie et d'en faire une espèce de carte de visite. Ça demande du courage, ça demande de la force, du dévouement, de la discipline, mais on peut y arriver. Et quand je vois les personnes que j'ai pu accompagner, mais même ma famille, les drames qui touchent ma famille, encore aujourd'hui, on se libère, on s'apaise. Vraiment, on s'apaise. Ouais. Alors, comment, si vous deviez présenter votre méthode, comment elle se pratique? Donc, la personne va venir avec un problème. Ou pas. Ou pas. Elle peut très bien arriver en disant « Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que ça ne va pas. » Complètement, voilà. Ou je voudrais rouvrir mes perceptions médiumniques, mon canal est bouché. Voilà. C'est bien, vous avez dit médiumnique. C'est bien. On avance. Ça progresse, c'est bien. Parce qu'avant le début de l'émission, elle n'était pas prête à dire médiumnique. Maintenant, je suis médium. elle l'est. Voilà, c'est vrai, c'est bien, bravo. Nous sommes tous médiums aussi. Oui, c'est ça, exactement. Mais je suis médium. Donc, il y a, on va dire, une problématique, quelle qu'elle soit. Et comme tout est à l'intérieur, donc on va échanger pour le côté mental, on va se poser, etc. J'ai les informations dont j'ai besoin. Et ensuite, simplement, la personne va fermer les yeux, se reconnecter à elle-même. Ça demande de pouvoir visualiser. Certaines personnes qui sont à fond dans la souffrance ont d'abord besoin de peut-être faire de la thérapie plus classique pour apaiser, faire redescendre la vague, pour libérer le mental. Parce qu'il y a certaines fois, quand la souffrance est trop dure, le mental, il nous enferme. Donc, par la visualisation, moi, je vais demander, OK, ce blocage, par exemple, de tes capacités médiumniques, où est-ce qu'il se situe dans ton corps? Et la personne va respirer. On va demander donc à la conscience supérieure de nous montrer. Et moi, je vais avoir mal quelque part, où elle va me dire, tiens, j'ai mal là. OK. Et on va descendre par la visualisation, comme si on descendait une GoPro, une caméra, à l'intérieur. On arrive. Et là, qu'est-ce que tu vois? Bon, généralement, spoiler, on arrive dans une grotte. Un truc noir, dégueu, il fait pas beau, c'est angoissant. C'est souvent cette visualisation-là qui arrive? Ouais. Ou quelque chose de très rouge, très sang, très de la lave, voilà. Souffrance, quoi. Voilà, souffrance. Donc, on est au bon endroit. Quand on est là, on est au bon endroit. OK, prends le temps de regarder. Je vois rien, c'est très sombre. Je te donne une torche, par visualisation, à distance. Je te donne une torche, regarde, prends le temps, regarde les murs, le sol, etc. OK, ah bah je vois ça, OK, là il y a ça, OK. Et là, il y a la version de toi qui a eu peur, par exemple, quand tu étais petite, ou qui bloque aujourd'hui. Ah ouais, je la vois, elle est là, OK. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est toute recroquevillée, elle est comme ça, sur elle-même, elle est en pleurs, elle est vraiment pas bien. OK, on va s'approcher, on va lui dire qu'on est là pour elle. Et petit à petit, voilà, de quoi elle a eu peur? Quel est l'événement ou les événements qui lui ont fait peur? Qu'est-ce qu'elle s'est dit sur elle à ce moment-là? Qu'elle était trop petite, qu'elle était trop nulle, qu'elle était trop blablabla. OK? Et de quoi elle aurait eu besoin? Et à partir de là, on apporte à cette version-là ce dont elle a besoin. Et on la sort de cet endroit, on détruit l'endroit parce qu'il n'y en a plus besoin, et on l'emmène dans un endroit en sécurité. Donc je dis à la personne, emmène-la dans le plus bel endroit que tu connaisses, ou dans ton jardin intérieur, si tu as l'habitude de méditer, de te créer un endroit, et on dépose un. Et de là, après, tu peux revenir tous les jours, voir cette partie de toi qui est connectée, et si ça suffit pas, on peut aller voir sur une autre dimension, la partie de toi qui est super connectée, super ouverte à toutes ses perceptions, et on va lui demander comment t'as fait.
Parce qu'elle existe sur une autre version. Il y a une version de nous sur plein d'échelles, plein de dimensions différentes. Et donc, on va lui demander, et c'est quoi son message pour toi aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle a arrêté de faire? Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on fait, on se met des bâtons dans les roues. Donc, qu'est-ce qu'elle a arrêté de faire? Et au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour ouvrir ses perceptions? Ah ben, elle fait ci, elle fait... Et les gens reçoivent les messages. Moi, je prends des notes. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, les gens repartent avec... Est-ce que c'est un état modifié de conscience? Non. Non, c'est pas de l'hypnose. C'est vraiment... au contraire, faut pas s'endormir, c'est pas de l'hypnose. Il y a vraiment besoin... C'est en pleine conscience. En pleine conscience, faut que la personne soit là. C'est clair. Donc, il faut aller faire ce chemin-là. Ouais. Et vous les guider dans voilà. dans ces endroits un peu sinueux. Ouais. Mais alors, c'est vrai que... c'est intéressant quand effectivement quelqu'un vient avec une problématique spécifique. Voilà. Mais quand quelqu'un arrive avec une souffrance, en tout cas un mal-être général, et qu'il n'est pas capable d'identifier précisément, où commence le voyage? Pareil, ce mal-être que tu ressens, on lui donne une couleur, on lui donne un poids, on lui donne une forme. Et où est-ce qu'il est dans ton corps? Et on part de là, on part du corps. Le corps, il sait tout. Le corps, c'est tout, et le corps ne ment pas. Donc, on lui donne une poids. Cette tristesse que tu ressens, ok, ça forme un poids. Après, en connaissance des organes aussi, ok. La tristesse, c'est souvent sur les poumons. Est-ce que c'est dans la poitrine? Je peux indiquer aussi. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que c'est dans les jambes? Non, c'est dans la tête. Ah, ok. Alors, allons voir. Et puis, des fois, le mental s'en mêle. Donc, il nous emmène dans la tête, puis il nous emmène dans le ventre, et puis il nous emmène dans là, et puis voilà. Donc, on resserre. Attends. On est parti de la tristesse. Parce que le mental nous protège pour éviter de nous faire revivre des souffrances. Donc, nous emmène, là, donc à moi de rester. Attends. Et on part il y a toujours une sensation, il y a toujours quelque chose qui, moi, me permet de la gripper et de rentrer. Et ensuite, on déroule parce que ça vient tout seul. En tant que bon thérapeute, vous avez fait donc ce travail d'exploration intérieure. Quelle émotion est revenue chez vous? Qu'est-ce qui est remonté à la surface? Waouh! Vous avez le temps parce que... C'est vrai, il y a beaucoup de choses, tout? Ouais, tout. De la peur, de la colère. C'est clair, et de la tristesse. Je crois que la plus grosse et la plus lourde, et je crois que c'est celle que j'aurais peut-être toujours un peu. Ouais. La séparation. Ah, le divorce de vos parents? Non, enfin oui aussi, mais non, ça c'est bon, c'est fait, libéré. Non, la séparation avec le divin, avec cet état d'union, cet état de non-dualité, ce paradis perdu un petit peu, cette sensation qui a toujours été un peu, voilà, qui est plus parfois même de la mélancolie. Je sais pas, on regarde le monde et on se dit oh. C'est grand qu'on remonte. La tristesse. Vous aviez déjà ce sentiment de c'est quand qu'on remonte? Ah ouais. Mais oui, parce que depuis toute petite, ça n'a pas de sens. Il y a trop de choses qui n'ont pas de sens. Enfin, non, parfois, moi j'entends ça, je suis presque admiratif. Sincèrement, je suis presque admiratif parce que je trouve que vous avez... je dis parfois que les gens qui disent ça, qui ressentent ça vraiment intrinsèquement comme ça, sont touchés par la grâce parfois. Et je me dis... c'est une chance de pouvoir identifier ce mal-être que vous avez. Il y a des tas de gens qui sont rongés comme ça de l'intérieur et qui ne savent pas très bien le pourquoi du comment. C'est vrai. Donc c'est un atout de le savoir. Même si c'est douloureux, c'est un atout. Ouais, j'entends. C'est un atout. Voilà. Donc en tout cas, bravo. Qui vient vous voir? Alors, surtout aujourd'hui des femmes entre 45 et jusqu'à 60 ans. Vous l'expliquez pourquoi, surtout des femmes? Alors, aussi parce que j'ai fait le choix de m'adresser aux femmes. Ouais. Au début, je m'adressais à tout le monde. Et bon, force est de constater que 99,9% des femmes qui viennent à moi, enfin des gens qui viennent à moi sont des femmes, des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux sont des femmes, et je dis pas que les hommes ne commencent pas ce travail, mais bon, on n'en est pas là. Donc j'ai décidé de m'adresser aux femmes, et plus précisément à ces femmes un peu guerrières, l'archétype de la guerrière qui porte tout, qui porte le monde, leurs enfants, leur mari, le boulot, les collègues, et qui savent, qui sentent, qui ont un petit peu ce mal-être parce que ça n'a pas de sens, parce qu'à un moment donné, elles ont tant donné qu'il n'y a plus rien à donner, et qui se trouvent un peu à la croisée des chemins. Là où moi, je me suis trouvée, bon, certes un peu plus jeune, mais où je me suis trouvée, quoi. Est-ce qu'on continue, on force et on va droit dans le mur? Ou est-ce qu'on réfléchit à autre chose et on laisse cette autre chose rentrer? Ça a été le cas pour vous? Ah oui. Vous auriez pu prendre le mur. Ah, j'aurais pu prendre le mur. Oui, si j'avais continué, j'aurais pris le mur. Et si ça avait pas été le mur par le travail, ça aurait été la maladie par le corps. Parce que je détestais mon corps, je faisais 30 kilos de plus. Il y avait une dissociation complète avec mon corps. Parce que cette vie n'était pas supportable. Ce qui est intéressant de ce que vous dites depuis le début, c'est que c'est le corps qui parle à chaque fois. Hein. Ça, on l'entend systématiquement. Mais je pense que c'est
Le corps parle pour prévenir et le corps parle aussi pour nous mettre face à nos responsabilités. C'est ça. Quand c'est trop tard, le corps le dit. Quand voilà. c'est trop tard, ouais. Et généralement, parce que j'accompagne aussi des personnes avec des pathologies, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. La fibromyalgie, c'est un moment où le corps ne veut plus avancer. Parce que ce que tu vis, c'est pas tolérable. Et quand j'écoute ce qui se vit, ah ouais, en vrai, c'est pas tolérable. C'est pas possible. Est-ce que en prévention, avant d'en arriver à ce genre de situation, on peut apprendre à détecter ça? Est-ce que c'est dans votre méthode, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, ou on est obligé d'arriver chez vous parce qu'il y a un constat à faire? Alors déjà, chaque personne a le chemin. La maladie fait partie du chemin d'évolution peut-être de la personne. Je pense qu'on peut éviter d'aller à la maladie en faisant ce travail de libération ou en faisant tout simplement un travail d'écoute avec soi-même. Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Est-ce que je le fais avec le cœur ou est-ce que je le fais à contre-cœur? Et si on regarde dans notre agenda ou toutes les choses qu'on fait dans la journée, il y en a combien qu'on fait à contre-cœur? Et ça tue l'élan de vie à l'intérieur de nous. Donc forcément, l'énergie ne circule plus correctement et c'est le meilleur moyen pour aller vers la maladie. La langue des oiseaux. Quand on parle de la maladie, le mal a dit. Exactement. Ça aussi, ça vous parle? Mais complètement. Et même plus loin que ça, quand on regarde le dictionnaire des mots et des malaises de j'ai un trou de mémoire, son nom. Cet auteur canadien, la Bible des mots et des malaises. Oui, merci. Bien sûr. Vous allez le trouver pour moi. Ce monsieur aux cheveux blancs. Voilà. Oui. Le nom m'échappe. Mais ils vont nous le mettre dans les commentaires. Merci. Dites-nous. Voilà, son bouquin, quand on regarde l'explication des mots et des maladies, même une entorse. J'ai fait ma première entorse en allant au boulot. Bon, c'était pas anodin. J'ai démissionné 10 jours plus tard. Je le savais pas à l'époque, mais quand j'ai ouvert après le bouquin, entorse, je disais, changement de direction, ok, je comprends mieux. Et j'avais assisté un jour à une conférence et il y a un humoriste qui est venu dans cette conférence. Il dit, je suis toujours très, très étonné des thérapeutes, des coachs, des accompagnants de vie. Ce sont tous des gens qui donnent des conseils aujourd'hui alors qu'ils ont tous eu des burn-out à 40 ans. Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Est-ce que vous avez dû faire face à ce genre d'arguments ou pas? Par rapport à moi, on m'a posé... Non, parce que c'est pareil, c'est des choses, par exemple, le syndrome de l'imposteur, l'illégitimité, tout ça, c'est des choses que j'ai eu la chance de jamais ressentir parce que c'est incroyable. Tellement voulu aider depuis toute petite, que quand j'ai trouvé le moyen de faire, j'ai plongé, en fait. Il y avait plus, c'était là, c'était bon, enfin. Donc, j'ai plongé et j'ai tout donné et je continue de tout donner parce que, waouh, c'est tellement magique de pouvoir être au service et de faire du bien et d'aider, à mon échelle, hein, voilà. Et il y a plein de gens comme moi. Pour aider, c'est magique. Donc, allons-y parce que chacun peut apporter quelque chose. Chacun, par son histoire, son vécu, a quelque chose à dire qui va faire du bien à une autre personne. Ah, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais poster? Quel contenu je vais... Mais on s'en fiche. Raconte-nous ce que toi t'as vécu. Ça va aider quelqu'un parce que là où toi tu es aujourd'hui, là où t'étais, il y a 5 ans, c'est là où quelqu'un est aujourd'hui. Et donc, ce que t'as vécu pendant ces 5 ans, ça va forcément aider cette personne. Donc, on a tous quelque chose à apporter, thérapeute ou pas. Mais voilà, moi, cette envie d'aider l'autre, d'apporter, de partager ce que je connaissais, je crois que c'est écrit dans un de mes tout premiers carnets de bulletins de notes à la maison. Enfant un peu bavard qui partage beaucoup ses connaissances. Bah ouais. C'est vrai. Bah oui. Ah oui. Oui, donc ça dénote. On va parler évidemment de vos ouvrages qui sont ici, avec notamment mon grand guide des chakras et puis le petit guide des chakras, voilà, entre énergie, équilibre et rituel. Je suis toujours très admiratif des gens qui écrivent des livres. Non mais c'est vrai, je suis toujours très admiratif. D'abord, je trouve que c'est la classe. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quand ils m'ont contacté, j'ai d'abord cru que c'était une blague. Hein. J'y ai pas cru. J'ai dit, mais moi, écrire 2 livres. Non, j'ai failli pas répondre. Je trouve que c'est la classe. Et la deuxième question que je me pose, la deuxième réflexion que j'ai, c'est est-ce que véritablement vous arrivez à mettre en application tout ce que vous écrivez? Alors, c'est une boîte à outils. Ces 2 livres ont été pensés comme des boîtes à outils. Ouais, attends, je vais les mettre comme ça. Vas-y. Voilà. Donc, ces 2 livres, c'est vraiment des boîtes à outils pour que chacun puisse venir piocher au quotidien ce dont il a besoin. Donc non, tous les jours je n'utilise pas mes pierres, mon pendule, mes huiles essentielles, le yoga, les mudras, les soins énergétiques. Il y a pas assez de 24 heures dans la journée. C'est ça. On est d'accord. Néanmoins, il y en a pour tous les goûts. Voilà, chacun peut venir piocher. Est-ce que c'est une information sur un chakra? Est-ce que c'est juste un petit soutien olfactif parce qu'aujourd'hui j'en ai plein de nez, j'en ai ras-le-bol de ma vie, j'ai envie de sentir autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de rehausser mon énergie? Tiens, je prends un des protocoles qui est proposé. Est-ce que juste je me pose dans une posture de yoga
j'essaie de me détendre dans l'inconfort de cette posture de yoga. C'est vrai, en plus. Hein? Je suis d'accord. Merci de le dire. Mais le yoga, mais c'est ça la vie. Est-ce que ce serait pas comme le yoga de se détendre dans l'inconfort, de réussir à se détendre dans l'inconfortable? C'est pas faux. Voilà. Donc chacun peut prendre ce qu'il a à prendre voilà. et la résonance qu'il en retire. Ouais. Et faites l'essai, ouvrez à une page, prenez un truc et voyez si ça vous parle. Il y a un mot que j'aime beaucoup dans ce que vous écrivez, c'est le mot rituel. Est-ce que vous en avez, vous, dans votre quotidien? Alors, c'est drôle parce que la réponse est non. C'est fou. Elle écrit sur les rituels, mais sinon, elle n'en a pas. Un truc que vous mettez en... #dualité, d'accord, Ouais, nous sommes venus vivre. Alors, oui et non. Réponse de Normande. On est bien. Parce que le rituel pourrait enfermer. Et moi, je suis pas là pour enfermer les gens, au contraire. Donc, j'ai en horreur les rituels de pleine lune. Les trucs qu'il faut faire à 23h02 en position B12 de la planète, parce que sinon ça marchera pas, tes demandes à l'abondance, ton chèque d'abondance, tes demandes à l'univers, parce que chaque instant est un rituel. La salle de sport, en levant mes poids et en étant connecté, c'est un rituel. Donc j'ai un rituel chaque jour, si. Le sport à la salle. Le sport à la salle, d'accord. On s'y attendait pas. Ouais. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à méditer. J'ai beaucoup de mal à me mettre en silence, à pas bouger et à écouter. C'est vrai? Waouh. Parce que mon mental est toujours en train, donc j'essaie de le calmer. Mais par exemple, je vais faire un mandala en écoutant de la musique classique ou de la musique avec des vibrations, etc. particulières. Et ça va me mettre, parce que mon mental est occupé à faire quelque chose, l'esprit, du coup, peut prendre plus de place et m'envoyer les infos. Mais j'ai pas de morning routine, je me lève pas 5h du mat, C'est ce que je ne j'allais fais vous pas de demander. yoga tous les jours, non. Désolée. Non, et vous avez le droit. Non, mais c'est vrai. On se libère de tout, Parce même que les rituels. parce qu'on est parfois conditionné par ce genre de choses quand on évolue dans cette sphère-là et dans cette discipline-là. Il y a énormément de d'écrits, beaucoup d'ouvrages qui parlent de tout ça. Le Miracle Morning, voilà, tout le monde en a parlé 500 millions de fois. Et c'est parfois même culpabilisant quand on se dit, mais moi, j'y arrive pas. Ou la méditation. Il y a des gens qui disent, mais attendez, mais moi, j'arrive pas à méditer. C'est ça. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas tous faits pour méditer. On n'est pas tous faits pour faire du yoga. Le yoga, moi, m'a beaucoup aidé à faire le calme, mais ça passait par le corps. Donc, mon corps, mon mental était occupé à faire la posture. Et une fois que j'arrivais à me détendre dans la posture, dans l'inconfort de la posture, ça pouvait être thérapeutique et de la méditation, quoi. Mais oui, tout ça, la spiritualité n'est pas là pour nous mettre dans une deuxième prison. Enfin, je sortirais de la prison humaine pour me mettre dans une autre prison. Mais on y passe tous, hein. Je crois que ça fait partie du truc, parce qu'on se dit, si je fais ça, je vais avoir... Mais encore une fois, on est dans le faire et pas dans l'être. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être, tout simplement. Et on vous a déjà posé la question justement sur la méditation et sur le fait que vous n'y arriviez pas. Les gens sont... vous ne méditez pas. Mais comment ça, t'arrives pas à méditer? En tant que thérapeute, dans le soin énergétique, c'est quand même étonnant. Eh ben. Bah non. Eh ben, je trouve ça très honnête de votre part de le dire, parce que vous auriez pu prendre cette posture-là. Non. Qui consiste à dire, bien sûr, non, mais et je suis en lévitation et je mange des graines. Oui. Et voilà. Je l'évite. Et je l'évite, bien sûr. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et ça n'aurait pas de sens avec ce que je fais et l'éthique avec laquelle je la fais, parce que effectivement, il y a énormément de gens sur les réseaux qui partagent, qui parlent de développement personnel, de bien-être, etc. Et je crois qu'on sait plus parfois au début à quel sein se vouer. Moi, ça m'est arrivé au début parce qu'on a une espèce de soif. Faut que je lise ça, faut que je fasse ça, et donc mais la journée elle fait que 24 heures. Et c'est pas parce que tu vas faire plus de rituels, plus de méditation, prendre un café au soleil en regardant le soleil dans les yeux et juste en profitant du moment. C'est une méditation. Et c'est déjà très compliqué parce que le soleil en plein dans les yeux, c'est déjà très compliqué. Tu peux fermer les yeux. Moi, 9h le matin quand il se lève, voilà, tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est juste un moment de présence. Ça peut être juste préparer le dîner en y mettant de l'amour et de la passion. Genre, je vais faire à manger pour mon chéri, pour ma chérie, pour mes enfants. Déjà, ça, c'est être dans l'amour et être dans le présent et être là. Parce que la méditation, c'est ça, c'est être présent à ce qui est. Et accepter ce qui est, tiens, là, je vais accepter, je vais mettre ça, je vais faire ça. Alors, pour prendre le contre-pied de ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait aussi dire, elle se met dans cette posture-là parce qu'elle n'arrive pas à méditer et donc ça les déculpabilise. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Si on pousse le bouchon. Non, on se torture. Non, mais c'est vrai. On se torture. Moi, je suis là pour torturer personne et je vais surtout pas me torturer. Moi, je l'ai déjà fait. Je me suis bien torturée. Moi, je me torture plus. Il peut y arriver qu'un jour, je me lève, je me dise, tiens, j'ai envie de méditer, ou tiens, j'ai envie de faire du yoga, ou tiens, j'ai besoin de silence, donc je vais me mettre dans le silence et je vais me poser.
Mais encore une fois, c'est de l'écoute. C'est pas forcer des choses. Parce que ça sert à rien de se forcer à se mettre une méditation, pleine conscience, méditation guidée ou une musique, machin. Je vais ressortir, je vais être frustrée. Est-ce que le but de la méditation, c'est d'être frustrée? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait le plus de bien, au-delà évidemment de votre accompagnement, etc., mais qui vous revigore? Eh ben justement, que le personnage, Lucille, fasse un pas en arrière et que je me mette à l'écoute et au service de l'élan de vie qui coule en moi et en chacun de nous. Et du coup, de me dire que c'est pas à propos de moi, que moi, finalement, on s'en fout. Et que je suis juste un outil pour projeter quelque chose. C'est dans le livre Initiation d'Elisabeth Haïk, nous sommes des outils de projection du divin. Ah, mais ça, c'est magique. ça. Parce que le mental, il se tait, on lâche prise et on est à l'écoute. Moi, je suis fasciné aussi par les gens, et thérapeutes notamment, qui arrivent à faire le discernement, qui arrivent à avoir ce discernement entre ce qui appartient au mental et ce qui appartient justement au ressenti propre. Je trouve que quand on arrive à bien discerner ça, en se disant « Ah non, attends, là c'est mon mental, c'est mon ego qui parle. » C'est ça. C'est mes désirs. C'est mes désirs. C'est ça. Ça, c'est puissant. Et est-ce que nos désirs sont vraiment nos désirs? Ou est-ce que c'est des choses qu'on a vues sur les réseaux d'autres personnes et on se dit « Ah ouais, en fait, c'est ça. C'est, je sais pas, les 10 000 € par mois. On voit ça partout. 10 cas par mois. Mais est-ce qu'au fond, j'ai envie, est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Est-ce que déjà, si j'en fais 3, 1, 2, déjà, je serai pourvue et ce sera cool. Donc déjà, mes désirs sont peut-être même pas mes désirs. Mes désirs sont, est-ce qu'ils servent le collectif ou est-ce qu'ils servent ma petite personne? Et est-ce que si je sors de mes désirs, je suis pas déjà en mesure de me rendre compte que je suis pourvue, tout va bien? Donc en fait, puisque moi, j'ai toujours eu envie d'être au service de l'autre, en fait, je me remets dans cet élan et du coup, c'est qu'est-ce que ça a envie d'apporter à travers moi et à travers cette technique que j'ai de libération émotionnelle. Et c'est pour ça que je fais les lives du vendredi sur ma chaîne YouTube qui sont gratuits. Et c'est pour ça que, voilà, il y a des programmes complets gratuits sur ma chaîne YouTube parce que ça apporte et c'est pas moi, en fait, c'est juste, voilà. Et je sais faire la différence parce que quand ça descend et que c'est de là-haut, ça marche, nickel. Pas de problème technique pour enregistrer les vidéos, pas de souci. Si ça commence à bugger, à devenir compliqué ou à me torturer, je sais que c'est moi et du coup, c'est pas bon. Donc, pas en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le programme? Ça s'adresse à qui? Ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et là... Et ça encore, je trouve ça hyper déculpabilisant. Parce qu'on pourrait, quand ça bug et on pourrait se dire... T'es mauvais, mais c'est ça, mais c'est pas possible, mais tu sais pas faire, enfin, franchement, oui. Et pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Avec tout ce que je fais, franchement, je les mérite mes 10 000 € par mois, non? Non, mais c'est vrai. Avec tout ce que je fais. Je produis du contenu quotidiennement sur Internet. Je suis là, j'écris des livres, machin, je me donne, je suis quelqu'un de sympa, je travaille sur moi, tout ça. C'est un investissement aussi, travailler sur soi. Je suis là, j'essaye de faire ma part, et puis je vois tous ces autres qui font pas leur part, qui mentent, qui utilisent, qui jugent, qui critiquent, et puis ça marche pour eux, puis ça marche pas pour moi. Ah bah vraiment! C'est clair. Je leur ai fait des caprices des fois là aux gens. Tout rouge, hein. Oh! C'est vrai. Et quand on sort de ça, détente. Alors justement, sur là-haut, comme vous dites, vous avez quoi? Des guides? Comment vous définissez ça? Bizarrement, j'ai jamais trop accroché avec les guides. Pardon. Mais vous êtes anticonformisme. Non, mais c'est vrai, Lucille, elle est à l'opposé. Voilà. Elle met les pieds dans le plat et elle dit non, mais attendez, moi, tous vos trucs là. Non, je médite pas. Non, je fais du soin énergétique, je fais de la médiumnité, je médite pas. Et donc, c'est un problème ou c'est pas un problème? Voilà. Qui ça embête? Les guides, de quoi on me parle? Je connais pas, moi, les guides. Alors, je ne nie pas. Je pense que ça... Vous parlez à qui, alors, en fait? Qui sont-ils? Directement à là-haut, à la source, à Dieu, ouais. C'est cette espèce d'énergie, je ne saurais même pas la définir, me demandez pas, hein, mais cette grande chose qui est là, le Père, j'ai plus de problème avec ces mots-là, j'aurais pu en avoir avant. Avant, j'en avais, je l'aurais certainement pas appelé le Père, mais ouais. La foi? Vous avez la foi? La foi, mais la foi en ce que lui a envie de transmettre à travers moi. Pas la foi, bien sûr, j'ai la foi que ma vie, du coup, va bien se dérouler, que je serai pourvue, etc., etc., et ça n'empêche pas des fois de paniquer, genre « Oh, dis donc ouh là là !» Ça n'empêche pas les pépins non plus et les accidents de vie. Mais la foi dans « Si je suis cet élan, ça va bien se passer pour moi. » Parce qu'on est en équipe. Quand on est dans ce statut au début de victime, de souffrance, etc., on se dit que la vie est contre nous. Moi, j'arrive, je suis là « L'univers veut ton plus grand bien-être !» Les gens, ils me regardent genre elle est sérieuse. Tu vis dans le monde des bisounours. Mais non. C'est souvent la phrase qui revient. Voilà. T'es perché, tu vis dans le monde des bisounours, elle vit dans un autre monde. Ah bah oui, mais toi, c'est normal. Bah oui, et toi, t'as de la chance. Bah non, les gars. C'est du travail, entre guillemets, mais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne faites plus rien sous la contrainte? Sous contrainte?
J'aimerais bien. Euh, Peut-être avec la famille encore des fois. Ouais. On se libère de tout, mais il y a toujours des couches. C'est un oignon, donc il y a des petites couches. Ouais. Mais si c'est à contre-cœur, je le fais pas. Et je le sens direct, en fait. C'est ce que j'allais vous demander. Ah ouais. Ça, ça résonne tout de suite chez vous, comme quoi, ah non, je peux pas le faire. Tout de suite. Que ce soit un accompagnement pour moi, une décision de santé, mais même la nourriture au restaurant. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Les habits, il y a des choses que je peux plus mettre, il y a des textures, il y a des matières que je peux plus mettre, c'est plus possible. Parfois, par politesse ou par courtoisie, on accepte certaines choses. Ça veut dire que vous vous efforcez de dire non, je m'écoute d'abord avant d'être dans cette dimension de politesse, entre guillemets. Je m'écoute d'abord, ça c'est vrai, mais des fois, effectivement, on n'a pas le choix, entre guillemets. Enfin, il y a des. Sinon, c'est l'anarchie. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des compromis, le couple, les amis, la famille, etc. Mais dans ces cas-là, ce que j'expérimente, depuis peu, c'est vrai, mais vraiment de me mettre en observation. Encore une fois, de sortir de Lucille, parce que Lucille, si elle est là, elle a envie de se barrer, elle en a ras-le-bol de ses conversations. Ouais. Elle a qu'une envie, c'est de reprendre sa valise et de s'en aller. Mais je suis là, donc j'accepte ce qui est. Ça, c'est fondamental aussi. Arrêter de se dire, ça devrait être comme ça, il devrait être comme ça avec moi, parce que j'ai fait ci, ça devrait être comme ça, parce que nanana. Et c'est très dur. Ça, c'est de l'ordre du mental. Ça, c'est du mental. De refaire le film. Ça aurait dû. Si j'avais su. On refait le truc et on se le ressasse et on se le repasse et j'aurais dû lui dire. J'aurais dû. C'est comme ça. C'est fini. Ça fait mal, mais c'est fini. Et du coup, bon, je suis contrainte d'aller à ce dîner qui, moi, me. Mais bon, voilà. J'y vais et vraiment, je me mets en observation de ce qui est. Je rentre dans les conversations qui m'intéressent. Je rentre pas dans celles qui m'intéressent. Ouais, c'est ça. Donc des fois, mon amoureux me dit ça se voit que t'es dans ton monde. Ah, pardon. Excusez-moi. Ah oui, je suis là. Non, je suis là. C'est ça. Ouais. Mais voilà, je donne plus d'énergie à ce qui, moi, m'en donne pas et à ce qui m'en prend. Enfin, j'essaie le moins possible. C'est un travail quotidien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une gymnastique. Hein. Ouais. C'est vrai. Parce que là, pour le coup... Et on voit quand ça repart, quand c'est plus fort que nous. Et genre, donc là, il y a encore un petit... Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un laps de temps où ça switch et c'est un automatisme. Ouais. Il n'y a plus besoin d'effort. Ouais. Quasiment. Ouais. Au bout d'un moment, ça devient... Bien sûr, il y a des choses qui nous feront toujours, des frictions. Moi, c'est les transports. Être en retard au train, être en retard à l'avion, ça, je pense que ça me fera... On se libère de tout et ça me fera toujours un petit peu stresser. Mais au fond, je suis pourvue, il y aura un autre avion, il y aura un autre train, il n'y a pas de... Après, la différence, il y a toujours une question que je me pose aussi, et je serais intéressé de savoir quel est votre sentiment là-dessus. On dit qu'en couple, il faut faire des concessions. Faire des concessions, ça veut dire mettre de côté parfois ce qu'on a envie de faire, pas envie de faire, dire, pas envie de dire. Qu'est-ce qui est de l'ordre du mental et qu'est-ce qui est de l'ordre de je fais la concession? J'ai vu mes parents faire des concessions pendant 20 ans, ne rien dire, mettre tout sous le mouchoir, et 20 ans après, là, ils vont se retrouver pour le mariage de ma petite sœur et ils sont en panique de se revoir parce que ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus. Waouh. Après avoir vécu 20 ans ensemble et avoir fait 3 enfants. Et jamais. Vous appréhendez ça? Ouais, bien sûr. Tout le monde, on est tous en panique, hein. Sympa le mariage. Ouais, ça quelque chose. Bon esprit. Mais tout le monde est un peu en panique. Et jamais je veux arriver à ça. Et je crois que encore une fois, si on sort du personnage, pourquoi on dit pas les choses? Pourquoi on fait des concessions? Pourquoi on prend sur nous? Parce qu'on a peur que l'autre nous aime plus. Ah, si je lui dis que ce dîner me gonfle, il va plus m'aimer. Si je lui demande de s'investir plus dans la maison, si je lui demande de s'investir plus avec les enfants, si je lui demande de faire plus, ou si je lui dis que ça, j'aime pas, finalement, j'accepte des choses. J'ai combien de clientes qui acceptent des choses avec des hommes qui sont de l'ordre, 1, de l'insupportable, mais qui n'en ont pas conscience. Et 2, je sais plus ce que je voulais dire. Très bien. Donc, il y a faire des concessions parce qu'on vit dans un monde où on est ensemble. Donc, effectivement, si chacun vit que pour soi, c'est l'anarchie. Ouais. Et, encore une fois, ce que je fais à contre-cœur et avec mon cœur. Et à un moment donné, avoir la discussion, sortir du personnage, réussir à lui dire, là, on est à 2, mais en fait, je me sens seule dans le couple. C'est bon pour lui, bon pour le couple, et ça va être bon pour moi. Ouais. Après, il prend ses responsabilités ou pas. Ouais. Mais on partage, on est 2. Donc, c'est pas moi, toutes les responsabilités, et toi, rien. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui portent toutes les responsabilités et l'autre, il est tranquille. C'est vrai, et par peur de dire, oh bonhomme, on est 2, là. Il faut apprendre à verbaliser ça. Exactement. À exprimer ça. Déjà, le reconnaître à l'intérieur de soi. Parce qu'on va manger nos émotions, on va acheter compulsivement, on va scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux, ça nous anesthésie. On est bien, on n'est pas bien, mais on est bon.
finalement, c'est tolérable, je vais pouvoir m'endormir parce que je me suis fait 2 heures d'anesthésie locale sous TikTok et je peux dormir. Alors qu'en fait, si je m'étais mise au lit sans mon téléphone, j'aurais entendu à l'intérieur de moi la souffrance, la tristesse qui conduit à la maladie. Et avant d'en arriver là, je me serais peut-être tournée vers mon partenaire pour lui dire, disons, là, j'en peux plus, je me sens vraiment très seule dans cette relation et à porter toute la maison, j'ai besoin de toi. Là, cette manière de procéder, de dire et de partager ou d'exprimer ses émotions, vous nous l'apprenez ? En fait, ça va devenir tellement efficace à l'intérieur que ça va être obligé, parce qu'une fois que c'est vu, c'est pas possible. Si j'ai pas conscience que je me sens seule dans cette relation et que je fais tout et qu'il fait rien et que j'en peux plus, bon bah ça continue comme c'est. À partir du moment où je fais ce travail de libération et je remonte toutes mes émotions à la conscience, je vais être obligée de lui dire, chérie, on a un problème. Ça fait des années, je te l'ai jamais dit, mais là j'ai besoin de te le dire. Ça va devoir sortir. On le fait aussi dans l'énergie. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir la conversation avec la personne. Puis des fois, la personne, elle est plus là. Donc, on a cette conversation dans l'énergie. On convoque l'âme de la personne, on visualise la personne, si on la connaît, ou le dernier souvenir qu'on en a, ou si elle est encore en vie, la version qu'on connaît d'aujourd'hui, et on échange avec elle dans l'énergie. Et avec ça, on peut régler plein de conflits. Et du coup, il n'y a plus besoin de crier sur l'autre dans la vraie vie. Simplement, l'émotionnel va être déjà libéré, donc je vais pouvoir lui dire... Parce qu'en fait, on a des conflits, parce que c'est l'émotionnel qui active, on est en réaction. Tu m'as fait ça, et du coup, toute la colère que j'ai accumulée depuis ces 6 derniers mois te sort dessus. Mais en 2012, tu m'as dit... Comment elle se souvient de ça? C'est vrai. Voilà. On libère l'émotionnel, et après, on peut simplement dire, chérie, je me sens très très seule calmement. Et du coup, c'est plus une dispute, et l'autre peut dire, ah ouais, c'est vrai que peut-être... Ou pas, mais voilà. Donc, j'apprends pas à exprimer voilà. le pourquoi du comment. En Voilà. revanche, vous apprenez à ressentir ce pourquoi du comment pour l'exprimer ensuite. À le ressentir et à l'apaiser. Donc, déjà, on a fait une première étape. C'est ça. Voilà. La personne, elle était peut-être à déclencher à 10 sur 10. Elle repart, elle est déclenchée à 3, 4. C'est ça. Déjà, c'est beaucoup plus doux. Donc, c'est plus doux à l'intérieur. Donc, elle peut être encore plus à l'écoute de ce qui se passe. Et pouvoir le dire de la manière... L'idée, c'est de le dire de la manière la plus neutre possible. Bien sûr, la plus soft possible pour pas que on soit dans la surenchère. Exactement. Et en même temps, la colère, à un moment donné, peut être poseuse de limites. Là, là, t'as dépassé les bornes et c'est plus possible. Quoi. Vous avez un exemple, parce que j'aime bien un fameux exemple d'un avant-après. Quelqu'un qui fait appel à vous, qui vient avec une problématique et qui, justement, se retrouve confronté à cette problématique dans sa vie de tous les jours, mais grâce à votre accompagnement, ça a changé beaucoup de choses. Grâce à mon accompagnement et grâce au travail que ces personnes font sur elles avec moi, il y a une personne qui, après le Covid, durant le Covid, n'est pas sortie de chez elle pendant 9 mois, crise d'angoisse, plus possible de prendre la voiture, plus possible d'aller au café du coin pour boire un café ou être avec des gens. Et après notre accompagnement, elle a réussi à reprendre la voiture, à pouvoir aller porter ses enfants à l'école, pouvoir faire les courses, aller faire les courses parce qu'il y avait une perte d'autonomie complète. Et je me souviens toujours de ce message. Je suis au café du coin, il y a plein de gens et je me sens bien, je suis détendue. Elle avait déclenché une phobie sociale, voilà. Une phobie... Ouais. Plus possible de sortir de chez elle. Mais plus possible de sortir de chez elle. Pendant 9 mois, elle n'est pas sortie. Donc, dépendance totale sur son partenaire. Et puis, privation du lien social. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être en relation. Et ça, parmi... Il y a plein de choses, je pourrais citer plein d'exemples, mais c'est le premier qui me vient là quand je pense à toutes ces femmes que j'ai pu... ou des femmes qui ont eu des expériences traumatisantes dans la maternité avant et qui, du coup, accueillent un nouvel enfant avec une vision complètement différente, complètement apaisée de la souffrance, de maltraitance gynécologique ou bien de traumatisme d'IVG, de fausses couches. C'est super lourd aussi en tant que femme. Et voilà, les aider là-dessus. Mais ou même des thérapeutes qui arrivaient pas à se lancer et qui aujourd'hui sont plus présents. Ça marche pour eux, ils osent partager leurs messages, aider d'autres personnes et voilà, c'est juste. Est-ce que qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre mal à outils, dans votre étui à outils? Si je regarde, j'ai envie de me former à tout. C'est vrai. Bien sûr, parce que j'ai testé énormément de choses. J'étais le répertoire à thérapeute de mes amis. Quand j'habitais à Paris et voilà, j'aurais envie de me former. Je me suis formée à l'EFT en plus. Parce que j'ai envie d'accompagner plein de gens sous plein de formes. Mais en vrai, il manque rien. Encore une fois, demander à l'intérieur. Et en vrai, on a peut-être même besoin de personne. Demander à l'intérieur comment je peux libérer telle ou telle chose. Et en se mettant à l'écoute, il y aura la réponse. Donc, beaucoup de thérapeutes disent que l'idée, c'est pas d'être dépendant de son thérapeute, évidemment. C'est de pouvoir, après, le faire soi-même. S'autogérer. Exactement. Et avec la libération émotionnelle, vraiment, la question, c'est ça. Ce truc que je ressens, ce mal-être, ce poids, mais même cette douleur que j'ai dans mon corps, je vais projeter ma conscience dedans. Qu'est-ce que ça dit? De quoi ça a besoin? Qu'est-ce que je peux apporter? Et
si c'est pas moi qui peux apporter quelque chose, qu'est-ce que là-haut, ça peut apporter? L'énergie, on est tous vecteurs d'énergie, comme on est tous médiums. On a parfois le sentiment que ça, on peut se poser ces questions-là après coup. Quand on est dans la douleur, dans la difficulté ou face à l'épreuve, c'est difficile de dire « Ah, attends, je vais tout de suite écouter, voir ce que ça génère chez moi, comment je ressens ça dans mon corps. » C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, non, c'est vrai. Et cette année, on a été confrontés à un deuil dans ma famille et j'ai vu ça. Que, effectivement, quand on est thérapeute, au fur et à mesure, ça devient tellement une habitude, on le fait tous les jours. Vas-y, voilà, tu m'appelles, en 3-4 mots, j'ai capté, on y va. Et ça peut même être un peu agressif pour la personne, parce qu'elle a sa propre souffrance et elle a besoin d'être écoutée. Ouais. Et de voir là le deuil, la mort brutale d'une jeune personne, les personnes à côté, effectivement, il s'agit pas de commencer à libérer à ce moment-là. On est là pour entourer, écouter, accompagner. Donc il faut un temps. Voilà, il faut un temps, ça c'est clair et net. Il faut un temps. Néanmoins, ça n'empêche pas de s'en remettre à plus haut et déjà de dire apportez-moi l'apaisement, apportez-moi le soutien dont j'ai besoin, apportez-moi pas la libération, mais vraiment on peut se sentir aussi dans ces moments de souffrance, la plupart du temps on se sent très seul. Les gens savent pas prendre en charge notre souffrance. Je me rappellerai toujours d'une amie quand ma grand-mère maternelle est décédée, je l'appelle, mamie est décédée, ben moi j'ai beaucoup de stress au boulot, alors tu sais en ce moment, pardon. Ok. Les gens ne savent pas prendre en charge la souffrance des autres. Ou alors vont la rapporter à la leur. Ah bah moi quand j'ai perdu mon grand-père, oui mais non on s'en fiche, là on a perdu quelqu'un de très jeune en fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis moi j'ai besoin d'être entendue, ma souffrance elle est là. Ou alors il y a les amis spirituels, bah elle avait fini sa mission sur Terre. Non c'est trop tôt là, oui bien sûr mais dans 2 semaines, voilà. Mais c'est vrai que on peut aussi se mettre face à l'interlocuteur à qui on dit ça à ce moment-là. Bien sûr. On est complètement désemparé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien sûr. Une grand-mère qui décède, oui, bon, bah, ok. C'est la vie. Et donc, c'est la vie. C'est la vie. C'est délicat. C'est ça. C'est sûr. Non, c'est sûr que pour l'autre, la mort, la mort fait pas du tout partie de notre vie. Le deuil ne fait pas du tout partie de notre vie. On en parle assez peu. Même tous les thérapeutes sur les réseaux sociaux, très peu parlent de deuil et d'accompagnement du deuil. Il y en a, j'en ai découvert, et qui font un boulot formidable parce qu'on a besoin, on a plein de questions. Comment je peux accompagner cette personne? Comment je peux aider? Comment je peux soutenir? Donc, c'est vrai, il y a un temps à la fois pour la personne qui souffre, avant de commencer à libérer, mais qui néanmoins, direct dans la souffrance, peut demander le soutien. Et encore une fois, dans cet épisode de deuil que j'ai vécu en janvier dernier, je m'en suis remis à la haut pour plein de choses, et j'ai eu les solutions, j'ai eu les bonnes informations pour mettre en place les bonnes actions au bon moment. La question est aussi, qui vous accompagne vous? Qui m'accompagne moi? Une thérapeute. Aussi. Ah, vous avez une thérapeute aussi? Ah oui. Okay, oui. Oui. Ouais. C'est important de continuer à travailler. J'adore les personnes qui me disent, moi j'ai guéri toutes mes blessures. Ça c'est le meilleur moyen pour attirer le petit test de l'univers. C'est ça. Voyons voir. Alors. Voyons voir. Donc non, je suis accompagnée aussi. Évidemment, là-haut tous les jours. Par les livres, par les questions que je peux demander, parfois les cartes si j'en ai l'envie. Mais Pour terminer, Lucille, je me posais la question, je pensais à votre famille, que je ne connais pas, mais qui doit se dire, eu égard à votre parcours de vie, qui doivent vous prendre pour une extraterrestre parfois, non? Alors, ou qui ont dû vous prendre pour une extraterrestre. Exactement. La première fois que j'ai sorti chez ma mère, pour mettre au soleil mon pendule et mes pierres, je les ai juste sortis et posés sur le coin de la table. Une de mes sœurs m'a dit, oh, le druide, là, tu ranges tes trucs, tu nous fais peur. Hein. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai adoré. C'était sûr. C'était trop mignon. Et à la fois, le druide. En même temps, c'est bien comme figure. C'était pas la sorcière. C'est sûr. Mais c'était très sympa. Maintenant, c'est complètement OK, c'est complètement rentré. J'ai même une de mes sœurs qui s'ouvre à tout ça. Ouais. Et voilà, il y a pas de souci. Et la famille fait appel à vous aussi, pour le coup? Oui. Ouais. Oui. Et des personnes inattendues parfois. Et ça, c'est une très belle reconnaissance. J'allais dire revanche. Reconnaissance. Reconnaissance. Ouais. Vous n'êtes pas revancharde. Non, pas du tout. Bon, c'est très bien. 2 ouvrages, le petit guide des chakras, et puis celui-ci, évidemment, qui est d'abord, il est beau, esthétiquement parlant, je le trouve très très beau, mon grand guide des chakras. On a beaucoup écrit sur les chakras, mais vous avez aussi une manière et une approche que je trouve d'abord très ludique, très claire, parce que c'est parfois, c'est fastidieux parfois de lire sur les chakras. C'est vrai. C'est aussi quelque chose de vécu de l'intérieur, et c'est tellement difficile de mettre des mots sur ça que moi je vois, j'ai des frères qui sont aux antipodes de ça, et quand je commence à leur parler des chakras, c'est ça. Attends, oui voilà, c'est ça. Donc voilà, bravo pour la manière dont ça a été fait. Alors, chaîne internet. YouTube, c'est ça. Tous les dimanches. Tous les vendredis en live à 9h, une séance de libération ensemble.
Ouais. en groupe. Bon, et en replay pour ceux qui bossent. Et en évidemment, replay pour parce ceux que, qui bossent, évidemment. Bon, voilà. Et puis j'ai vu un Lucie Soin Énergétique, ça c'est pour Instagram. C'est ça, Lucie Soin Énergétique, et sur TikTok Et aussi. sur TikTok aussi. Voilà. Bon, Et vous êtes YouTube, c'est omniprésent. partout pareil. Donc, Et en visio, évidemment. exactement. Parce que je rappelle, et je vous l'ai pas dit, mais Lucille est en Italie. En Sicile, tout En à Sicile. fait. Ouais. Voilà. Après avoir fait Paris, les États-Unis, hop, on va en Italie comme C'est ça ça. sur un coup de tête, on découvre l'amour et on se dit, En 10 J'y jours, reste. on quitte tout, j'y vais. On y va. Incroyable. On suit l'élan de vie. waouh, Ah, ça a été vraiment ça. Je suis allée voir mes boss, j'ai dit, bah, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah, en fait, je reviendrai jamais. Ok. si ça c'est pas guidé, Si ça, c'est pas guidé, parce que franchement, en 10 jours, j'ai rendu mon appart, j'ai quitté mon CDI, j'ai donné toutes mes affaires parce que j'ai pas le temps de les vendre, j'ai rapporté ce qui me tenait le plus à cœur chez ma mère, on a pris un billet de train, un billet d'avion, et voilà. incroyable. Ouais. Donc vous parlez italien Aujourd'hui, oui, couramment? couramment. Mais lui il parle français? Oh bah non, Pas drôle. il a pas besoin pour l'instant. Donc tout est en italien. Et lui Tout est est en très italien. ouvert à ça? Complètement, c'était demandé dans la liste à l'univers que j'ai demandé C'est pour vrai. attirer l'homme qui allait partager ma Alors vie. ça, alors juste un mot là-dessus, parce que ça c'est fantastique. Je connais des gens qui me disent, mais est-ce que tu as fait ta demande à l'univers? Il faut penser à tous les détails. J'ai pas précisé, moi, français, parisien. Parce que je m'en fichais. J'ai une valise tatouée sur le bras, donc je suis toujours prête à partir à l'aventure. Ouf, il est Donc dans sicilien. votre liste, Dans ma mais liste, une vraie liste à écrite. une hein. vraie liste écrite. Ah, c'est ça. D'un côté, comment il est? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi? Comment il est de l'intérieur? Voilà. Il est loyal, il est disponible émotionnellement, il cherche pas sa mère, il cherche pas une thérapeute, il est connecté à son âme. Exact. Il est connecté à son âme, il est connecté à la spiritualité, il a envie de partager des expériences spirituelles avec moi. Mm. Et de l'autre côté, comment moi je me sens dans la relation. Choyée, choisie, en sécurité, libre de pouvoir vivre ma vie entrepreneuriale ou spirituelle comme je le désire. Ouais. Et voilà, Bon alors là, la checklist elle est belle, mais c'est quoi le défaut alors? il est encore mieux que la liste. Sérieux? Oh, c'est une femme amoureuse qui parle, c'est pour ça qu'elle dit. Non mais c'est quoi ses défauts alors? Il est trop stressé. C'est vrai? Ouais. Putain, avec une thérapeute. Là, Bah il ouais, faut- c'est là que le bas me... c'est quand même incroyable. Ah, ouais, il est très stressé. Lucie Luguet, merci infiniment. Bah, merci à vous. C'était un vrai plaisir Très de chouette partager avec vous toute cette thématique des libérations émotionnelles. Il y a du chemin, et il y a évidemment des choses à faire, il y a des choses à prendre en considération, et on a parfois, même la plupart du temps, besoin d'être aidé. En tout cas, on l'a bien compris, on peut se libérer de tout. Encore une fois, il est nécessaire de faire appel à des gens extérieurs qui ont une autre vision, mais qui ont aussi un parcours de vie. C'est pour ça qu'on fait ces émissions, pour essayer de voir quel est le parcours de vie qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui. Et pour quelles raisons vous avez la légitimité d'accompagner tel que vous le proposez. Exactement. Fini le journalisme? Ah ouais. Ouais, l'écriture, ça remplace. C'est vrai, C'est une autre forme c'est vrai. de Les transmettre réseaux de sociaux, c'est du l'information. journalisme aussi, Exactement. hein. Faire des Aussi. vidéos, monter des C'est vidéos, ça me rappelle faire du vidéo, mon ancien exactement. travail. Exactement. Lucie Luguet, vous commentez toujours avec bienveillance comme toujours. On vous met les liens juste sous cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Lucille, qui elle vous invite à la maison avec une bonne pasta du côté de la Sicile éventuellement, et rentrez bien. Merci. Là Un où grand vous êtes. merci pour ce moment et pour tout ce que vous faites et tous Merci. ces partages que vous proposez qui illuminent le monde. Merci à vous, vous en faites partie. Salut à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.